4. La maman roux avait raison. Je ne trouvais personne. Je vis passer 3, 4 fois la malle des Indes, toujours avec la même allégresse et la même fougue. Mais le temps s'écoulait. Cela faisait déjà près d'une quinzaine que j'étais là, et, chose stupéfiante pour moi, je n'arrivais pas à m'organiser ni à me remettre au travail. J'avais nettoyé la maison. Dès l'aube, je me mettais à ma machine à écrire, mais aussitôt j'étais distrait par le bruit d'un canot à moteur. Je me mettais à la fenêtre. C'étaient des types qui visitaient toutes les anfractuosités de la côte. Je bourrais ma pipe. Je les voyais se détacher comme sur un miroir, en noir sur la transparence de l'eau ou en couleur dans les rayons frisants du soleil levant. Leur barque se faufilait entre les rochers. De temps en temps retentissait une sourde explosion. Ils pêchaient à la dynamite. Je courais sur la terrasse pour ne rien perdre de leur manège. Des chocs, des coups de gaffe ou d'aviron contre la coque de leur bateau ou dans l'eau montaient jusqu'à moi, et parfois aussi l'écho de leur voix ou un juron. Ils ne tardaient pas à prendre le large. Il m'aurait fallu une longue vue pour les suivre au bout de leur sillage scintillant en direction de Marseille. Mais déjà le premier train ouvrier entrait en gare, dans un grincement de frein, repartait, s'époumonnait, passait à mi-côte, décrivait une courbe et disparaissait en sifflant dans un tunnel sous mes pieds. Peu après, Volga se mettait à aboyer. Des gens s'acheminaient par la tranchée du chemin de fer, qui était la meilleure voie de communication dans cette région accidentée, pour passer d'une calanque à l'autre, sans avoir ni à monter ni à descendre, et pour ne pas avoir à franchir les crêtes, ils n'hésitaient pas à s'engager dans les tunnels, comme ils s'engageaient sur les ponts et les viaducs, pour ne pas avoir à dégringoler au fond des combles et des ravins par des sentiers de chèvres. C'étaient pour la plupart des braves gens chargés de paniers et de colis qui se rendaient dans les cabanons éparpillés dans la région, des familles de Marseillais qui venaient passer la journée dans leur sauvagerie pittoresque, des amateurs de pêche, des solitaires qui connaissaient les bons coins et que je suivais longtemps des yeux quand ils s'aventuraient dans les brisants et escaladaient des roches couvertes d'algues, se livrant à une dangereuse acrobatie, encombrés qu'ils étaient de leurs lignes et de leurs autres engins et accessoires de pêche. Ou alors c'étaient des amoureux, errant sans but parmi les genêts et les bouquets de pin, cueillant des brins de mimosa ou des tiges de romarin, s'arrêtant à chaque pas pour s'embrasser longuement sur la bouche, avançant lentement, mais tournant imperceptiblement le dos à la mer, comme attirés par ce plus de solitude ou de liberté que l'on espère trouver sur les hauteurs. J'en voyais sur toutes les pentes, dans tous les sentiers, grimpant parmi les rochers, les failles, les fentes, les gradins, souvent embarrassés et désespérant dans les éboulis, mais convergeant sûrement vers moi, si bien qu'avant la fin de la matinée, j'en voyais un couple ou deux déboucher sur ma terrasse, dont ils s'éloignaient déçus en la trouvant occupée. Les plus hardis me demandaient la permission d'admirer la vue. Je leur tirais une photo et leur offrais une bouteille de vin, leur abandonnant la place, car pour moi c'était l'heure de redescendre à la Redonne. Je bouclais la lourde et les fenêtres du rez-de-chaussée. Je me laissais couler par un raccourci, cascadais dans les rochers, sautais d'un bloc à l'autre dans une carrière abandonnée qui ressemblait à un escalier de géant, longeais sur un petit parcours la voie ferrée, puis à l'entrée du grand viaduc de la Redonne, je dégringolais le haut talus de la compagnie, entraînant les éclats de caillasse dans ma glissade et m'écorchant au fil de fer et au piquant des jeunes plants des acacias et aux tranchants des agaves. En moins d'une demi-heure, j'étais arrivée à table, et Volga, qui durant cette folle descente courait devant moi, poursuivant des gros lézards à crête jaune ou des petits serpents noirs et verts, jappant derrière les lapins,
trouvait son assiette toute prête, la bonne maman Roux étant l'exactitude en personne. « Midi, c'est midi », avait-elle coutume de dire. « C'est l'heure de la soupe. » Comme soupe, c'était un concentré de poisson dont Madame Roux avait le secret. Ou une bouillabaisse, ou une soupe de pêcheur sans croûtons, mais avec de longs macaronis dedans, ou un riz safrané avec des cigales de mer, ou une langouste grillée, ou un homard à l'américaine, ou des loups, ou des rougets de roche, ou des pieds paquets. Suivait une belle entrecôte, ou un poulet rôti, ou un agneau à la broche, ou un civet de lapin, ou une brochette de rognons entremêlés de champignons de pin, ou un salmi de petits oiseaux au moment des passages. Très souvent, j'avais une bonne omelette aux truffes. Les fromages, les fruits étaient quelconques, mais le café était bon, et la blanche de la maison râpeuse, juste comme je l'aime. J'arrosais mes repas de 2-3 bouteilles de ce fameux vin d'Ansuès que l'on ne récoltera bientôt plus, les vignes en balcon dans les rochers environnants étant trop difficiles d'accès et trop pénibles à travailler. Vin riche que je ne puis comparer qu'au vin de Samos, tant par son goût fruité que par sa bonté en alcool, et je me levai de table chargée comme une cartouche de dynamite. Et l'après-midi commençait.